punaise. Je suis dans une équipe, c'est l'objectif, c'est tripler. À Fribourg, le club est tellement grand que t'as aucun joueur qui va se sentir plus grand que le club. Mon premier MVP, je l'ai bien célébré. Ouais. Ah ouais? Là, c'était folie. Puis rien n'était prévu. Enfin, les billets d'avion n'étaient pas prévus pour le prochain tour. On devait perdre. L'objectif numéro 1, c'est une qualification pour les Jeux Olympiques. Et ça, je pense qu'à part de ma bouche maintenant, dans le basket suisse, jamais personne n'ose le dire. J'ai sur mon ordi un plan déjà que si je deviens président suisse basket, on gagne, on peut presque un caissier à la Migros gagne. Pendant 25-30 minutes, j'étais en train de, enfin, je pleurais, je tapais sur les tables. Le temps que je fasse ma rééducation, je suis quand même beaucoup les news. Et il y a des odeurs de guerre qui arrivent. Et du coup, ils me laissent partir. Et 5 jours plus tard, il y a des roquettes qui tombent dans la ville, tout ça. L'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés. En tout cas, nous, on l'est. Bienvenue dans ce 5e épisode du Canap. Aujourd'hui, on est chez un peut-être futur médaillé olympique. En tout cas, on te le souhaite. Pour l'instant, seulement septuple champion suisse de basket avec Fribourg Olympique. C'est la légende fribourgeoise Nathan Jurkovic qui nous accueille. Merci de nous recevoir. Avec plaisir, merci à vous. Toi, contrairement aux autres basketteurs suisses, t'es pas en vacances, mais on va en parler plus en détail plus tard. Ça, t'es pas trop fatigué? Non, ça va. C'est un bon rythme. Le 3-3, c'est nous qui contrôlons notre charge d'entraînement. Donc on est bien. Magnifique. Vous commencez à connaître le concept, donc avant d'attaquer les choses sérieuses, on t'explique rapidement. L'idée, c'est qu'on retrace les grandes étapes de ta vie, donc de ta naissance, il y a un peu plus de 30 ans, jusqu'à aujourd'hui, ce qui permettra aux gens d'en apprendre à la fois sur toi et à la fois sur ton sport. C'est bon? Trop bien. Ça va, Parfait. pas trop compliqué. Donc, Nathan, tu nais le 4 avril 1995, non pas en Suisse, mais en France, à Poitiers, où ton papa, Jean-Marc, jouait, puisqu'il était volleyeur professionnel. Est-ce que tu te souviens de tes années en France? Je crois que tu y as vécu jusqu'à tes 5 ans. Exactement. J'ai vécu jusqu'à mes 5 ans. Donc on a vécu une année à Poitiers. Après, on a déménagé à Bordeaux, où mon père jouait aussi. Et j'ai quelques petits souvenirs de Bordeaux, mais c'est assez vague. 2 ans après, la famille, elle s'agrandit, puisque vient la naissance de ton frère Thomas. Aujourd'hui, vous semblez plutôt proches, à moins que vous fassiez bien illusion. Est-ce que ça a toujours été le cas? On a eu quelques années compliquées quand on était un peu plus jeune, on se battait souvent, mais on a toujours été très très proches quand même, ouais. Rien d'anormal, je pense. Ouais, de gac. Rien d'anormal. Vous avez été éduqué comment? C'était strict à la maison? C'était c'était quand même cool, non? Il y a eu des moments stricts, oui. En plus, j'ai pas été le plus assidu des étudiants. Donc mes parents étaient beaucoup sur mon dos. Mon frère a eu plus de chance là-dessus. Après, c'est lui qui l'a mérité aussi. Mais non, on a eu beaucoup de liberté, on a eu beaucoup de chance. Et juste parfois avec l'école, ouais, j'ai eu quelques soufflantes. Du coup, tu dirais quand même qu'ils étaient un peu plus tranquilles avec ton frère qu'avec toi. Oui, ils étaient plus tranquilles avec mon frère, mais c'est parce qu'il le méritait aussi. Okay. Ah, c'était pas juste parce que c'était le deuxième et qu'ils étaient déjà accusés de se battre avec toi. Il est le chouchou de toute façon. Oh. Voilà, c'est le petit frère, quoi, c'est comme ça. Bon, finalement, vous avez suivi la même trajectoire avec ton frère. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir été et d'être toujours son modèle? Oula, non, je pense pas. Je sais on se suit beaucoup. Après, je sais qu'il a fait son chemin, j'ai fait le mien. Et on a de la chance d'être très proches. Après, est-ce que je suis son modèle? Non, moi, je sais que c'est mon modèle pour plein de choses. Et j'espère que lui aussi, il me voit parfois faire un truc comme son exemple. Ouais. C'est ton modèle sur quel aspect? Sur l'aspect du travail, là, il est en train de finir son master. Et c'est incroyable. Et puis là, il vient de faire le festival, le Fribourg 3x3 Festival. C'est le président, le chef d'orchestre. Okay. Et tout le travail qu'il a fait cette année, waouh, j'étais vraiment impressionné. C'est beau. Et donc, quand tu as 5 ans, vous déménagez en Suisse, donc à Villars-sur-Glâne, pour les non-fribourgeois, c'est dans la banlieue de Fribourg. C'est la meilleure ville de Fribourg. Voilà. Oh. On vous laissera juger. Comment est-ce que vous êtes arrivé là alors que tes 2 parents sont français? C'est à cause du travail. Mon père simplement a trouvé du travail ici et du coup on a déménagé en famille. À ce moment-là, donc, il était plus volleyeur? Ouais, c'est ça. Il a tiré un trait sur sa carrière de professionnel. Ouais. Il a quand même joué, il me semble, 2 ans en première division suisse. Okay. Mais c'était du très semi-pro. compliqué. Il me semble, si je me souviens bien, il faudra peut-être que j'ai faux, mais il me semble qu'il s'entraînait 1 à 2 fois par semaine seulement. Okay. Ah ouais. Donc c'était vraiment une fin de carrière. Tranquille. Ouais.
Mais peut-être que j'ai tort, j'ai plus trop de souvenirs là-dessus. Et donc, malgré le fait que tes parents aient été joueurs pro de volley, et qui plus est, et ils ont été des piliers de l'équipe de France, tu t'es, toi, tourné vers le basket. Pourquoi? En fait, j'ai commencé par le foot, déjà, Ouais. à Villars. J'ai fait foot, basket, volley. J'ai fait les 3 sports en même temps quelques années. Ok. Et le sport où j'étais le meilleur, c'était le foot à ce moment-là. Et du coup, j'ai arrêté le basket et le volley pour me concentrer sur le foot. J'ai été en sélection des moins de 13 ans. Ouais, c'est ça, des moins de 13 ans fribourgeoises. Et il y a eu les Jeux Olympiques 2008. J'ai regardé Team USA c'était à Pékin, j'ai regardé Team USA à la télé. Et là, je suis retombé amoureux du basket. Et quand je suis rentré en Suisse, parce que j'ai regardé en France, j'étais en France en été, Ouais. je suis rentré en Suisse, mon équipe de foot recommençait les entraînements. Puis moi, je disais, ah, je peux pas venir, je peux pas venir. Et j'étais à côté en train de faire du basket dehors. Ah ouais, Je suis bah, mort. Donc un jour, j'ai juste dit, bon, il est temps que j'arrête. Et la même année, mon frère a fait le pas avant d'arrêter de foot pour faire du basket. Et puis moi, je me suis dit, allez, je fais la même chose. Et puis heureusement. Ben, clair, ouais. effectivement. Tes parents, ils étaient pas trop déçus que t'aies pas suivi leur voie? Non, ils étaient contents que j'arrête le foot surtout. C'est là, on arrivait à un moment où le foot, ça devenait un peu sale, où il y avait beaucoup d'embrouilles, ça devenait un peu sérieux. Et ouais, c'était compliqué. Et que là, que je fasse en plus un sport en salle, en Suisse, l'hiver, c'est plus facile. Donc non, ils étaient très contents. Est-ce que ça a un peu pesé dans la balance le fait que ils aient un palmarès quand même assez exceptionnel? Je le disais, les deux, je crois qu'en cumulé à eux deux, c'est 500 sélections en équipe de France. C'est ouais, même que voilà. C'est les deux ont été champions de France. Est-ce que ça t'aurait peut-être aussi rajouté une pression supplémentaire de faire le même sport qu'eux? Ben ça, c'est dur à dire parce que j'ai jamais vécu cette pression en Ok. fait. Parce que comme on habite en Suisse, ils connaissent pas. Alors que à chaque fois, j'ai fait beaucoup de tournois de 3-3 en France de volley sur herbe, que ce soit Annecy, Aix-en-Ville, on en faisait beaucoup. Et là, à chaque fois, c'était oh Jean-Marc, oh Inès, comment ça va la carrière? Ah, on faisait des tournois avec mes pères et c'était tout le monde. Regardez, ah, mais Jean-Marc Djokovic, bienvenue, on vous connaît de là, là, là. Là, on sentait que c'était une star, quoi. Mais en Suisse, on n'a jamais senti ça parce que le volley Ouais. suisse est très peu médiatisé, très peu Ouais. connu. Mais oui, sûrement que si on avait fait du volley et en plus, si on était resté en France, là, ça aurait été différent. Bon, finalement, tu fais comme eux, tu vis entre guillemets de ta passion, mais est-ce que ça a toujours été un objectif pour toi de percer dans le sport ou c'était comme tous les petits garçons, tu veux faire astronaute, policier Non, ça a toujours été le sport. Toujours été le sport. Ça a dépendu du timing quel sport, mais depuis plusieurs années, ça fait vraiment le basket. Et j'avais vraiment le plan A, basket. Et justement, à la maison, on m'a forcé d'avoir un plan B, et heureusement. Mais c'était toujours plan A, basket, basket, basket. Incroyable. Est-ce que tu penses que le fait d'être sportif pro de génération en génération, il y a une part de, je sais pas, est-ce que ça tient de l'éducation? Est-ce qu'il y a pas de la génétique là-dedans? Bah, Tu as déjà pensé? forcément, il y a de la génétique, parce que mes qualités de basket, elles se retrouvent chez mes deux parents. Mais après, bien sûr, l'éducation, enfin, j'ai toujours été bien conseillé, bien aiguillé. Ils savent ce que c'est d'être un athlète. Ils savent ce que je dois faire aussi quand les caméras sont pas là. Et du coup, ils m'ont beaucoup donné de conseils. Et je pense que si j'en suis là, c'est grâce à eux, génétiquement, et aussi grâce à leurs conseils. L'esprit de compétition, tu l'as toujours eu? Toujours eu. Ok. Toujours eu. Bon, ça Ouais, tombe bien, ça, tu c'est nous as très pas menti important. parce que on a ton frère qui nous a envoyé une petite vidéo. Je te laisse regarder. Sur la- Salut, alors je voulais raconter une petite anecdote sur Nathan pour dire à quel point c'est un gros compétiteur. Quand on était plus jeune, on faisait beaucoup de tournois de volley de 3 contre 3, déjà du 3-3 à l'époque. Et là, on avait fait un tournoi de volley à Annecy avec notre père. Et là, on était à un match pour se qualifier pour la phase finale. Et j'ai honte. sur une balle de match, notre père, il attaque dehors. Il faut savoir qu'il avait aussi attaqué toute la journée, donc parce que nous, on était très jeunes. Et là, Nathan, il s'énerve. Et il s'énerve vraiment fort sur notre père, alors que c'est lui qui nous portait tout le tournoi pour gagner. Et voilà, si jeune et déjà très très compétiteur. Salut, alors je voulais raconter une petite anecdote sur Nathan pour Un petit mot à adresser à ton papa. Ouais, On te recule. on en a déjà reparlé, mais ouais, désolé. Mais c'est vrai que ouais, j'adore gagner. Et je crois que je déteste encore plus perdre que j'aime gagner. Donc c'est vraiment, ouais, parfois c'est maladif. Ouais. Le combo terrible. Ouais.
Ah, mais quel toupet d'embrouiller son père qui est multiple champion dans la catégorie. Là, vous aviez quel âge, tu te souviens? Waouh, on va avoir 14, 12, 13, Ah 14, ouais. quelque chose comme ça. C'était... Ouais, ça fait longtemps. J'adore. Mais ils m'ont raconté encore quand on était justement à Bordeaux, on faisait la course depuis la voiture jusqu'à la maison, jusqu'à l'appart. Et forcément, tu laisses gagner ton fils, j'avais 3 ans. Puis des fois, il gagnait. Enfin, des fois, il me laissait pas, il me faisait perdre. Apparemment, je faisais un scandale. Je refusais de rentrer à la maison. Ambiance dans la voiture. Non, c'était... Donc Là, ils ont c'était vraiment depuis toujours, ouais. Ils ont dû se dire, ok, lui, c'est bon, il va faire quelque chose. Genre, il a le mental, c'est vrai. Tu nous as dit que tu as testé plusieurs sports. C'est Team USA 2008 qui t'a donné cette flamme. Est-ce que tu te souviens, je sais pas, d'un truc précis de cette équipe des États-Unis qui t'a fait tomber amoureux, Ouais. enfin, retomber amoureux de ce sport? Ouais, il y a une action vraiment, c'est le Team USA est en défense. Je sais plus quel match c'était exactement. Peut-être l'Argentine. Et Dwayne Wade, il fait une interception. La balle, elle va sortir en touche. Et il plonge pour la balle. Et Kobe Bryant, il dunk à demi. Et là, c'est vraiment... et c'est un peu... Ouais, c'est Kobe Bryant avec ce qui s'est passé, tout ça. C'est assez fou. Puis ça m'a touché aussi quand il est décédé. En vrai, c'est fou de se dire, tu as une action en tête qui crée le gars que tu es Le aujourd'hui. déclic, quoi. C'est avisé. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu l'as dit, tes premiers amours, c'était avec le foot. On sait que ton papa est parisien, mais toi, tu follow l'OM sur les réseaux. Qu'est-ce qui Ouais, s'est il passé est pas vraiment parisien. Ah. Il est né à Paris, mais il a vécu à Grenoble toute sa vie. Enfin, Ok. il est grenoblois. Ouais, Mais donc, l'OM, Mais je pourrais pas expliquer. C'est vraiment, je suis tombé amoureux de ce club. Je ne sais Ok. même pas comment, par quelle raison. Mon père, il déteste l'OM. Il dit que c'est un club de bandits. Enfin, et ouais, la mentalité, c'est vrai que c'est un club à part. Et moi, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fan de l'OM. Et je pourrais pas expliquer pourquoi. donc tu suis pas mal encore maintenant. Ouais, je suis pas mal. Je suis pas mal. Il y a des années plus dures que d'autres, mais Mm. je suis pas mal. Ouais. Ce qui fait la beauté de Marseille, quoi. Ouais, malheureusement, c'est un peu trop beau là. Il faudrait que, je pense que ça commence à monter là. Pour revenir au basket, tu croches avec ce sport alors que tout se passe bien pour toi, tout roule, ben tu te fais le genou alors que tu as 15 ans à ce moment-là. Le médecin il te dit même que tu pourras potentiellement plus faire de sport. Raconte-nous un peu ce moment. Ça, c'est, je pense, un des pires moments de ma vie. C'est vraiment... je me blesse en fait tout seul, c'est tout con. Je me blesse tout seul, mon genou il gonfle, je refuse de m'arrêter. C'est mon coach qui me tire pour m'asseoir parce qu'il voit que je peux plus marcher. Et on va voir un médecin, il fait mauvais diagnostic. Du coup, ça prend plus de temps que prévu. Il me fait des erreurs sur mon genou, ce qui fait que voilà, tout se casse dans mon genou. Et finalement, on change de médecin avec l'aide de Gautreau, qui était président de l'Olympique, qui connaît bien quelqu'un. Il nous a envoyé là-bas. Et heureusement. Puis après, ouais, on a eu opération. Il a dit voilà, si tu fais cette opération, il y a des chances que tu peux quand même plus jamais marcher normalement de ta vie. Ah ouais, quand même. Et puis le sport, il y a des chances, tu oublies quoi. Mhm. Mais pas le choix, c'était soit ça, soit je rejouais plus. Donc on a pris le risque et heureusement, ça s'est très très bien passé. Et même si j'ai toujours des lacunes dans mon genou, je peux quand même faire du basket professionnellement et ça, c'est ce qui me rend heureux. La rééducation, ça a été comment? Tu réapprends à marcher quoi finalement. J'ai fait une semaine à l'hôpital. Mhm. Donc une semaine à l'hôpital à 15 ans, c'est pas facile. Et après, j'étais encore, je dirais 1 mois et demi encore à la maison sans pouvoir sortir, où j'avais une machine qui me faisait plier mon genou parce que je ne pouvais pas le faire seul. Ouais, c'était assez dingue. Et après, là aussi, j'ai eu quelques problèmes avec mes parents parce que je voulais reprendre trop vite. Et j'allais en béquille au terrain avec ma balle dans le sac pour aller shooter. Enfin, c'était... Ouais, il y a eu ça, il y a eu quelques batailles avec mon père aussi. Il y a un moment où pendant la rééducation, tu t'es demandé, ça vaut vraiment la peine tout ce que je fais ou Non, jamais. c'était clair? C'était clair, c'était clair. Il y a eu... La seule fois où ça m'est arrivé, c'était mes débuts à Olympique. Je crois que pendant 3 ou 4 saisons, je me blesse chaque année. J'ai quelque chose. Et une fois, Toujours le genou? Ou Non, c'est un peu le c'est reste un peu parce que plein tu de choses. compenses? Mais en fait, j'ai eu 4 opérations. Donc j'ai eu la grosse, puis après j'en ai eu 2 ici et encore une ici. Et je me fais une cheville ou un truc et je me dis, mais ça me saoule. Et je m'empêche, je vais dans le vestiaire. D'ailleurs, je casse 2-3 trucs. Ça aussi, c'est un truc que j'ai réussi à améliorer dans ma vie. Les réactions. Mais ouais, et puis je me dis, mais pourquoi je fais ça? Je me blesse tous les 3 mois, ça me saoule. Et depuis ça, je me suis plus jamais blessé. Je touche du bois. Et donc, finalement, miracle, entre guillemets, tu reprends le basket
Est-ce qu'à ce moment-là, tu penses encore que tu peux devenir pro? Bien sûr. Pour moi, ça a toujours été une évidence. Et ce qui a été le point positif de cette blessure, c'est qu'à ce moment-là, j'étais à l'académie. Et après, quand je reprends le basket, j'ai pas le même niveau. Enfin, je suis une catastrophe, honnêtement. J'ai perdu 15 mois sur les autres. Enfin, voilà. Donc, au bout de quelques temps, ils me virent. Et là, je reprends le basket. Je reprends avec mes 2 meilleurs potes. Et je prends tellement de plaisir. Et je pense que avec le plaisir, mon niveau, il augmente assez rapidement. Après, je retourne à Villars, je joue à Villars. Et là, je fais une grosse saison avec aussi 2 de mes meilleurs potes. Et après, je pars aux États-Unis une année. Et c'est là qui est vraiment le déclic. Et mon année aux États-Unis a fait que, je pense, le plus gros changement dans ma vie pour que je devienne pro. Parce que tu y allais pour le basket ou tu y allais pour le kiff? Alors, Ou les deux? je dois répondre pour l'école, pour apprendre l'anglais. Bien sûr. Classique. Mais je l'ai fait aussi, donc tranquille. Ouais, mais je l'ai fait pour le basket. Ouais, clairement. S'il n'y avait pas eu le basket derrière, je serais jamais parti aux États-Unis. Et du coup, là-bas, t'étais en quoi? En high school? Ouais, high school. Ok. J'étais à high school dans une famille d'accueil. Et ça aussi, c'est fou. C'est grâce aux réseaux sociaux. Ma mère, elle a repris contact avec une ancienne coéquipière avec qui elle jouait à Cannes. Et puis elle racontait, oui, on essaie d'envoyer notre fils aux États-Unis, non. Envoie-le-nous. Et du coup, ça fait que je suis allé chez eux Ok. pendant une année, incroyable. Et on est toujours en contact avec eux. Enfin, c'est vraiment génial. Puis parce que, en fait, c'est quoi l'avantage de ces universités, enfin de ces écoles finalement, pour le sport? C'est que t'en fais beaucoup plus, c'est un rythme différent, c'est... Maintenant, on fait beaucoup plus. Et surtout, le sport, et surtout le basket aux États-Unis, c'est le numéro 1. Mhm. Donc, nous, on avait des allègements scolaires. Parce on a aussi en tant que sportif d'élite, mais pas autant. Et surtout, tu as la salle dans l'école. Nous, on était une high school. Donc, high school, c'est de 15 à 17-18 ans. On avait 2 salles, une d'entraînement, une de jeu. On avait un fitness. C'est le plus grand fitness que j'ai vu de ma vie. Tout est fait pour que le sportif s'améliore, pour que le sportif soit de haut niveau. Ouais. T'allais quand même en cours avec cette tentation? Oui, non, quand même, on n'a pas du temps. Hein. Mais j'avais un cours, c'était assistant du prof de gym qui était mon coach de basket. Donc autant dire que là, j'étais dans la salle en train de shooter, en train de m'entraîner. Ouais. Incroyable. C'est le rêve de gosse en vrai. Incroyable. Ouais. Mais même au-delà de ça, la vie aux États-Unis, c'est une folie. J'en avais l'équipe de foot américain, on avait l'équipe de volley, c'était le paradis. C'était pas trop dur de rentrer? Alors c'était dur de quitter ma vie là-bas, mais j'adore Fribourg, j'adore mes amis, ma famille. Donc non, c'est toujours un plaisir. Mais j'aurais bien voulu retourner. Ouais. Et donc, t'es parti aux États-Unis, mais t'as jamais dit d'aller en France, là où ils ont des très bons centres de formation. Je pense notamment à Chalon, d'où sont sortis Thabo Sefolosha, Clint Capela et Keyshawn George. Surtout que toi, t'as le passeport français. Oui, exact. Alors oui, on a essayé, mais le problème c'est que il y a une règle, c'est JFL, donc il faut faire 4 ans avant d'avoir 19 ans en France pour compter comme joueur français. Donc Ok. même si j'ai le passeport français, je compte pas comme français si j'ai pas Ok. fait ça. Et du coup, j'avais fait des tests pour aller à Poitiers, donc la ville où je suis né. Mhm. Et là, malheureusement, en fait, voilà, c'est simple. J'étais nul. Et après, je suis devenu fort après les États-Unis. Et c'est là que j'ai fait les tests. Ok. Et les 4 ans, je pouvais pas les faire avant mes Ouais. 19 ans. Et du coup, si j'étais là-bas, j'étais en concurrence avec des Américains. Et ça valait pas la peine. Du coup, ça servait à rien d'aller en France jusqu'à ce que voilà, je devienne peut-être plus fort pour intégrer des clubs. Mais pour les centres de formation, tout ça, c'était trop pas tard, possible. enfin, Ouais, ouais. c'est trop tard. Bah, malgré tout, tu perces parce qu'à 20 ans, ça va pas au moment où tu finis ton ECG, normalement, si je me trompe pas. J'ai refait une année derrière encore. Ah. Ah, t'as refait Le encore quatrième, ouais. Ok. Bon, alors on Ouais. oublie, mais c'est ok. On oublie le sujet. Je le sais, j'essaie de... Ouais. Non, mais à ce moment-là, tu signes ton premier contrat ton premier contrat pro avec Olympique. T'as célébré ça? Alors ça c'est une bonne question. Déjà l'année d'avant, donc en rentrant aux États-Unis, j'ai fait 2 ans en Ligue B à Villars. Ouais. Et ma deuxième année, je m'entraînais déjà avec Olympique une fois par semaine. Donc j'étais déjà un peu intégré dans le groupe, je connaissais déjà les joueurs. Et c'était un peu une suite logique que j'intègre l'équipe. Enfin, pour intégrer l'équipe l'année d'après. Donc je le savais déjà, c'était pas vraiment une Ok. surprise. Donc est-ce que j'ai célébré ça? Je sais plus. En tout cas, la grosse surprise, c'était que dès le deuxième match que je fais MVP du match. Alors que quand j'ai discuté avec ma famille, tout ça, on s'était dit, parce que j'ai signé 3 ans.
Donc on s'est dit, bah, la première année, ça va être une année où je vais pas jouer. Je vais apprendre ce que c'est la Liga, tout ça. Deuxième année, j'espère avoir un petit rôle. Et troisième année, jouer. Ben, ça s'est passé beaucoup plus vite que prévu parce que j'avais déjà des minutes de mon premier match. Deuxième match, je fais meilleur joueur du match. Et troisième, je fais la meilleure évaluation, mais j'ai pas le meilleur joueur. Et du coup, ça c'est vraiment... Et c'est mon premier MVP, je l'ai bien célébré. Ouais. Ah ouais. On te demandera des détails après, mais... Donc, au moment où tu rejoins Fribourg, Fribourg est déjà entraîné par Petar Aleksic, qui va diriger le club pendant 10 ans. On sait qu'il est réputé pour être un énorme bosseur et aussi un entraîneur pas mal exigeant. Ça t'a pas fait un peu peur en arrivant? Non, pas du tout peur, parce que ben déjà mon entraîneur aux États-Unis, il est un peu pareil. Ok. Aussi beaucoup à crier et tout ça, donc j'étais habitué. Et aussi, j'étais rapidement très proche de Jonathan Casali. Et lui, il m'a toujours dit, il m'a dit, Petar, il va te dire des choses, il va crier, il va le dire très fort, il va rajouter des mots en serbe autour de tout ça, mais concentre-toi vraiment sur son message. Et la façon dont il le dit, c'est plus important. Et à partir de là, c'est vrai que quand j'ai commencé à analyser ça, c'était beaucoup plus facile. Et j'ai arrêté d'écouter quand il criait, parce qu'il criait tout le temps. Mais c'était très bien, ça nous a beaucoup aidé, parce que tu le vois sur le côté crier, ça te donne de l'énergie, tout ça. C'est pas du tout une critique, mais c'est vrai que ce qu'il dit est tellement important, et parfois, ça peut, la façon de le dire, ça peut éclipser le message. Mais j'allais dire, Petar, c'est un coach emblématique, c'est aussi un accent bien à lui. Tu l'as rapidement décodé ou t'as eu besoin de l'aide des autres? Parce que c'est quelque chose. C'est vrai que quand il parle anglais, des fois, il rajoute 2-3 mots derrière, mais au bout de, je dirais 4-5 mois, là, je parlais le pétard. Ouais. Tu parles de Petar. Ouais. Mais c'est vrai, les nouveaux joueurs, à chaque fois, ils disent, mais je comprends pas ce qu'il dit. Puis je leur disais tout, ok, si tu comprends pas, viens me demander, je peux te dire ce qu'il a besoin. Non. Parce que moi, au bout d'un moment, enfin, j'ai fait quoi, 7-8 ans avec lui. Ouais, je le connaissais par cœur. Ouais. Et lui me connaissait par cœur aussi. Tu savais lire entre les lignes et comprendre quel était le message Exact. au milieu des mots en serbe et autres. C'est exactement ça, ouais. Vous avez créé quel genre de relation, finalement? Avec Pétard. Et au début, il m'a très rapidement pris sous son aile. Je me rappelle qu'il essayait tout le temps de... Enfin, il avait vraiment peur que je prenne, on va dire, la grosse tête avec... justement, comme j'ai dit, ça s'est passé très vite pour moi de commencer à jouer. J'étais en starting five assez rapidement. Et du coup, à chaque fois, je faisais un bon match. Le lundi matin, il me défonçait. Même si je faisais pas de fautes ou d'erreurs d'entraînement, quoi, le moindre petit truc, il me défonçait. Et après, il venait vers moi, il me disait, tu sais, je fais ça. C'est pour que tu gardes la tête. Hein. T'inquiète pas, coach. Mais du coup, Limite, t'appréhendais quoi quand tu faisais un bon match. Ah non, Ouais. lundi, je vais ramasser. Mais c'était vraiment ça. Mais c'est génial. Et tout ça, je le remercie pour tout ça, parce que grâce à lui, j'ai développé cette culture d'avoir faim, de vouloir encore plus. Et non, grâce à lui, c'est clair que j'en serais pas là aujourd'hui. Bon, puis j'imagine que s'il se permettait d'être comme ça avec toi, c'est qu'il sentait quand même que t'avais la tête pour... Enfin, que Pour l'entendre, t'avais, pour encaisser, pour entendre ouais. et pour encaisser, Oui, quoi. oui. Ouais, mais ça, je pense qu'il l'a vite compris aussi, que c'est vrai que grâce aussi à Casadi, il pouvait me crier dessus comme il voulait, je savais quoi prendre de ce qu'il disait. J'aime bien. Donc tu penses que sans lui, t'aurais eu la même carrière? Non, je pense pas. Parce qu'il y a très peu de coachs à ce moment-là aussi qui lançaient les jeunes comme il m'a lancé. Et ouais, très peu de coachs auraient mis dès le 4e match, 5e match, je sais pas exactement combienième, dans le 5 de base, alors que je sortais de Ligue B. Donc non, sans lui, c'est clair. Même la première année, il me prend en équipe suisse. À la fin de la première année, il me prend en équipe suisse, et ça, je pense pas qu'il y a énormément de coachs qui le feraient. Tu penses que le fait que tu t'entraînais déjà avec eux ponctuellement, ça a joué aussi là-dedans, enfin, dans ton intégration finalement, du fait que tu aies des minutes peut-être plus rapidement que ce que tu espérais? C'est sûr que ça m'a aidé, parce que ça m'a fait progresser. Mais après, je pense que si j'ai eu des minutes, c'est parce qu'ils pensaient que je les méritais aussi. Bien sûr, ouais. Donc, le fait que je m'entraîne avec eux, ça m'a fait bien sûr me confronter à du haut niveau très rapidement. Mais ouais, après, c'est le travail aussi. C'est clair. Toujours. Tu choisis le numéro 99. Pourquoi? Parce qu'à la base, mon numéro, c'est le 9. J'ai toujours eu le 9 quand je faisais du foot. J'ai toujours essayé d'avoir le 9. Il y a une explication à ça? Au 9? Un peu du hasard. Ok. Et aussi, j'étais attaquant. Donc, c'est forcément le numéro 9. Et il y a un match, je me rappelle, c'est le match où Thierry Henry, il bat le record de l'équipe de France. Du coup, je prends le 12 pour le lendemain. Je prends le 12. Je fais une mi-temps catastrophique. À la mi-temps, parce que j'étais encore jeune, on pouvait changer de numéro comme ça. Je prends le 9, je marque ses buts.
Bon, ouais. Et du coup, j'ai dit plus jamais je lâche le 9. Et du coup, quand je suis arrivé à Olympique, le 9, on pouvait plus le prendre à cause de Aaron Brazek qui nous a retiré le maillot. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi quel numéro. Et je me suis dit, je prends le double 9. Entre le 12 C'est et vrai, le c'est 9. le mec ne peut plus prendre de risques. Ouais, ouais. C'est abusé. Et donc, dès ta première saison, tu fais champion de Suisse. C'est d'ailleurs le début d'une longue série. C'était difficile de rêver meilleur début de carrière. On aurait pu gagner la Coupe de la Ligue quand même. Ne pas perdre. Ouais, là. Forcément, question conne. Mais en plus, à ce moment-là, ça faisait longtemps que Fribourg n'avait pas gagné. Et il y avait les rumeurs, enfin, ils disaient que Pétard était un coach qui ne pouvait pas gagner. Et du coup, c'est vrai que arriver en finale de la Coupe de la Ligue et la perdre, c'était déjà très difficile. Même si, pour moi, c'était la première fois, donc on peut se dire, ok, mais bon, c'était quand même très difficile. Mais pour des joueurs comme Casadi, comme Arnaud, comme même Pétard, eux qui avaient perdu beaucoup de finales avant, c'était encore plus difficile. Et après, de gagner la Coupe Suisse et le championnat, ouais, c'était beau. C'est beau. On a beaucoup du coup parlé de tes débuts. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer le quotidien d'un basketteur pro en Suisse? Alors, le quotidien d'un basketteur pro en Suisse, bonne question. C'est déjà réveil le matin, souvent c'est entraînement le matin. Après, on a la chance d'avoir des repas dans un restaurant, donc on mange souvent ensemble. Après, on rentre, c'est libre, donc sieste, jeu, école, travail, pour ceux, chacun à son, par exemple, chacun à son rythme. Et après, entraînement le soir de nouveau, à 16h30, 17h. Et après, fin d'entraînement, retour à la maison, t'as des traitements physio, massage ou rentrer, quoi, tout simplement. Et jour de match? Et les jours de match, alors si c'est à domicile, on a souvent un shooting le matin, où on fait vidéo, stratégie, et puis un peu shoot pour se décoser les jambes. Après, c'est rentrer à la maison, repas, sieste, et puis après, c'est échauffement et puis match. Tu disais, vous allez prendre vos repas ensemble, mais niveau bouffe, tu dois faire attention ou tu peux te faire plaisir. Je sais que Rami Bonnet nous disait que, bon, je pense qu'il fait quand même bien attention, mais en vrai, s'il a envie de se faire plaisir, lui, il s'inquiète pas trop parce qu'il sait que de toute façon, Il faut tellement de sport que voilà quoi. ouais. Il se dépense tellement que ce sera éliminé, quoi. C'est un peu la même chose. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je fais attention durant la semaine, et après, le samedi match et le dimanche, je m'amuse, ouais. Je me fais plaisir. Et vous êtes surveillé par rapport au poids, parce que typiquement au foot, il y a des joueurs qui ont déjà expliqué que ils prenaient des amendes ou ils jouaient pas, ou peu importe s'ils dépassaient une limite. Alors on est surveillé, ouais. On Ouais. est surveillé, mais après on n'a pas vraiment de suivi d'un nutritionniste ou quoi que ce soit. C'est vraiment chacun se gère comme il veut. Mais oui, si quelqu'un est en surpoids et il joue moins bien, là, il va être embêté, ouais. Toi, c'est quelque chose que t'aimes, faire à manger, tout ça. Ouais, j'adore cuisiner. J'adore cuisiner et puis je pense que je cuisine bien. Un plat signature ou... Mon plat signature, ce que je fais le plus souvent, c'est mes pâtes de veille de match. Donc je fais tagliatelle, pesto rosso, courgettes et poulet. Ça, c'est ce que je fais chaque vendredi soir. Ouais. Quelle heure il est là? Attends. Ouais, veille de match pendant la saison. Là, c'est rien de pesto rosso, j'en ai. Et donc, question un peu indiscrète, un top basketteur en Suisse, il gagne combien? Parce que on en parlait, nous on a la ref des joueurs NBA qui ont des salaires mirobolants. Enfin, si on prend pareil. l'exemple de Pareil. Clint, Pareil. donc 7 millions par saison, c'est ça? Non, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Nous, on gagne, on peut presque un caissier à la Migros gagne. Ok. Mais il y a le club qui prend quand même des choses en charge, pas le loyer, une voiture ou. Exact. C'est comme Donc, des avantages. moi, à titre personnel, j'ai pas de voiture. J'habite ici, donc pour les bus, c'est facile, tout ça. L'appart est pris par le club. Ok. Et après, on a un repas par jour. Ok. Donc, Ok. c'est déjà ça, quoi. Voilà. Non, Plus que le caissier de la Migros, quoi. C'est génial. Mais ouais, comparé... Mais après, qui rentre dans mon compte en banque, Ouais. c'est... Ouais. Ouais. Ok. Non, mais pour revenir peut-être au côté. Attends, pour revenir là-dessus, Ah, ça vas-y. c'est vraiment Les meilleurs. les tops. Ouais, Hein. ouais. Il n'y en a pas beaucoup qui gagnent ça. Hein. C'est vraiment, moi je fais partie des mieux payés de la ligue. Et après, il y a Genève qui paye encore un petit peu plus. Mais tu sors de Genève-Fribourg, Ouais, c'est semi-pro, quoi. Ok. Pour revenir au côté sport, saison 17-18, tu vis ton premier triplé, le deuxième de l'histoire du club. Là, c'est le début d'une domination assez violente de Fribourg Olympique sur le basket suisse. C'était quoi votre secret, tu penses? Notre secret, c'était le travail.
C'est assez simple. En fait, on a la chance ensuite on a la chance à Fribourg d'avoir la seule salle de basket en Suisse. Donc ça veut dire que si je veux y aller maintenant, je peux y aller. Si je vais à 2h du matin, je peux y aller. Donc ça, c'est vraiment une chance. Et ce qui fait qu'on se travaille beaucoup plus que les autres. Et après, on a aussi une meilleure compétition parce bon, à ce moment-là, on n'avait pas fait de Coupe d'Europe encore. Mais voilà, on a des ambitions qui étaient de faire des Coupes d'Europe. Donc, forcément, ça attire aussi des meilleurs joueurs et le travail, plus les meilleurs joueurs suisses, ben, ça aide. Est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'à Fribourg, peut-être plus qu'ailleurs, dans l'ADN du club, c'est vraiment tout le monde joue pour le maillot. Il n'y a pas un joueur qui va prendre le jeu à son compte ou jouer pour ses stats. C'est vraiment tout le monde Exact. pour le même objectif. C'est exactement ça. C'est aussi ce qui fait la différence. C'est à Fribourg, ben, le club est tellement grand que tu n'as aucun joueur qui va se sentir plus grand que le club. Et s'il y en a un qui le fait, ben, il va vite se faire redescendre, que ce soit par le coach, par un joueur, ou alors à la maison. C'est ciao. Mais ça, c'est aussi, c'est aussi grâce aux dirigeants et aux coachs qui choisissent les joueurs. Parce que forcément, quand tu vas dans des clubs plus faibles, eux, ils sont obligés, ils savent qu'ils doivent prendre des Américains qui doivent prendre 30 shoots par match. Et à Fribourg, on n'a pas besoin de ça parce qu'on a suffisamment de joueurs. Enfin, chaque joueur à Fribourg peut marquer 10 à 15 points par match. Ouais, ça, c'est un luxe en vrai. C'est incroyable. C'est un sacré luxe. Du coup, tu l'as dit, mais dans la foulée, vous vous qualifiez du coup, à l'automne 2018 pour la Ligue des Champions, qui est une aventure quand même folle. Raconte-nous un peu toute cette aventure. Sachant que c'est quand même un des plus grands exploits du basket suisse, quoi. Ouais, c'est sûrement le plus grand Même exploit. petit, Ouais. le plus grand. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, déjà, ça faisait quelques années qu'on n'avait pas fait de Coupe d'Europe, je ne sais pas exactement combien. Et on fait les qualifications de la Champions League. Donc, on doit passer par 3 tours. On chope les Russes. Premier tour, les Russes, c'était l'équipe que personne ne voulait choper, parce que déjà, tu dois aller en Russie, tu dois faire je sais pas combien de temps de vol. Et en plus, ils ont un peu un budget illimité. Du coup, ils avaient des joueurs qui ont fait de l'Euroleague, Enfin, c'était vraiment une dinguerie. Nous, on y allait, touristes. Et le premier match, il est ici. On fait un match de fou, on fait égalité. Déjà, égalité au basket, c'est rare. Et là, en plus, comme c'est aller-retour, moi, c'est égalité, non. Waouh, ok, on peut faire quelque chose. Non, on peut pas. On va en Russie, Voilà. on va en Russie, c'est mort. Et on se retrouve à faire un match de malade. Je sais pas comment ça se fait, on gagne de 2. Bon, et là, c'était folie. Puis rien n'était prévu. Enfin, les billets d'avion, c'était pas prévu pour le prochain tour. Il y avait, on devait perdre. C'était assez simple. Et du coup, on rentre à Genève, on dort à Genève et on repartait le lendemain pour les Pays-Bas. Mais rien n'était prévu, encore une fois. Hein. C'était. Ouais, et on va aux Pays-Bas, on joue contre Groningen. Ça, c'était plus une équipe à notre portée, déjà. Donc, on avait. Enfin, voilà, on bat les Russes, de toute façon, tout est possible. Là, ouais. Et on va là-bas, je sais plus ce qu'on fait comme résultat. Mais en tout cas, on gagne. Enfin, en tout cas, on passe ce tour. Et après, là, on va jouer en Turquie contre des joueurs qui sont encore plus forts que les Russes. Enfin, c'était n'importe quoi. Et on joue. Je crois qu'on fait de nouveau égalité où c'est très serré à la maison. Et on les défonce là-bas. Mais c'était fou. Et c'était fou parce que c'est la première fois que je vivais ça. On sort de l'hôtel, il y avait de la police qui nous escortait. Oh, waouh. Il y avait un minibus de policiers derrière nous. Il y avait 2 motos de policiers devant, 2 motos de côté. Ils nous escortaient au match. On arrive au match. Il y avait des protections sur le banc pour si les supporters lancent des trucs. Enfin, j'ai jamais connu ça. Et on les défonce. Et moi, ce match-là, c'est le meilleur match de ma carrière. Parce que je fais vraiment un match de fou au niveau statistique et contre l'équipe contre qui j'ai joué. Enfin, c'était le meilleur match de ma carrière. Et du coup, à ce moment-là, après, on suit un peu l'équipe pour regarder ce que les joueurs font, parce que c'est des joueurs que tu regardes à la télé. Et t'as lui qui signe en Euroleague, t'as lui qui signe. On se dit, mais nous, on les a battus. C'est le flex, Ouais, tu vas déjà vraiment. signer à gauche à Ouais, droite. c'est ça. Puis après, je regardais à la télé, je dis, ah, lui, je l'ai bâti, lui, je l'ai bâti. Dingue, ouais. Non, c'était. Ouais, cette expérience, c'était fou. Puis après, c'était encore l'ancien format de la Champions League. Du coup, on avait 14 matchs. 7 à domicile, 7 à l'extérieur. Puis là, c'était du bonheur. Ouais, le On a fait Tenerife, on a fait Venise, on a fait. Il y avait quoi? Il y avait Opava, il y avait Nanterre à Paris. Il y avait. Ouais, non, c'était. Ah, ça, c'est un très très beau souvenir. tous des bons souvenirs, ou il y en a un qui ressort un peu dans cette phase Ouais, de je foot. dirais Nanterre à Paris. Parce que, voilà, en tant que Français, j'ai joué contre des joueurs que je regardais à la télé. J'ai vu, il y avait Georges Eddy, je sais pas si vous connaissez, qui est une légende du basket français, qui commentait le match. Enfin, c'était, ouais. Puis après, après le match, on est sorti à Paris, c'était aussi sympa. Ah, on ne demandera pas de détails. J'adore quand t'as trop les étoiles dans les yeux quand Ouais, tu c'est parles fou, de Ligue des Ouais. Champions. Ouais, Incroyable. c'était incroyable. Ouais.
Et donc, ensuite, vous vivez cette folle aventure. Je crois que la fin de saison se passe aussi assez bien au niveau suisse. Ouais, on perd la Coupe de la Ligue. Ah, encore. Ouais, mais ça, on était vraiment, on pouvait pas. Enfin, Ouais, c'était, avec on le calendrier que ouais. vous aviez. Enfin, bien sûr, on aurait pu, mais on sortait d'un match. Je crois qu'on est rentré le jeudi de je sais plus quel match. Samedi, on jouait, et puis après, on devait jouer le dimanche, mais on perd le samedi contre Massagno, qui fait un match vraiment incroyable. Et on perd, je crois que il me semble que c'était assez serré. Mais du coup, c'était trop bien, parce qu'après, on a eu dimanche congé, et on repartait pour un match de League là, après. Donc, au final, c'était pour le mieux, même si ça me fait mal de dire ça. Bon, puis il faut aussi dire que du coup, le feeling que vous aviez de les Russes, il faut qu'on les batte. Genre, du coup, Massagno, pour eux, c'était ces types-là, ils ont posé problème à des équipes européennes. Nous, ils avaient, je pense, encore plus envie de vous taper, quoi. Ouais, ce qu'il faut savoir cette année-là, c'est que justement, quand on joue les Russes, il me semble que c'est Neuchâtel, avec le coach Bavčević, qui viendrait dès le match. Et l'objectif du coach, c'était, OK, on va voir le match pour que vous puissiez voir que Fribourg sont battables. Et on gagne pas, mais on fait égalité et on se passe la série. Donc, cette stratégie, elle a pas bien marché. Il était mal, il est Ouais, ressorti. C'est bon, c'est pas imbattable, les gars. Et donc ensuite, à peu de choses près, vous gagnez tout dans le pays. Et donc, on arrive au printemps 2020, où tu annonces ta signature chez l'ennemi public numéro 1, Genève. Mhm. À ce moment-là, tu as l'impression d'être un traître. Alors, pas du tout, parce que moi, j'ai jamais voulu quitter Fribourg. Et c'est les négociations avec Fribourg qui se passent pas bien du tout. Et du coup, je leur dis, écoutez, sur ces conditions, je signe pas à Fribourg. Et après, la vraie condition que je demandais, Genève me l'offrait, ce qui était d'avoir une clause pour l'étranger. Ouais. Et du coup, je signe à Genève pour pouvoir partir à l'étranger derrière. Et c'est justement ce que j'arrive à faire. La veille de mon arrivée à Genève, normalement, je signe le contrat en Israël. Ouf. Ouais. Parce que, ouais, effectivement, tu signes à l'Hapoel Beersheva. Je sais pas si mon israélien est bon. Mais, Donc en D1 israélien. voilà, en première division israélienne. Ça faisait un moment que tu songeais à partir quand même? Ça faisait quelques années que j'essayais, surtout depuis l'année de la Ligue des Champions, parce que c'est une année où quand même je joue vraiment bien contre des équipes vraiment de haut niveau. Et du coup, je me suis dit, ok, je peux jouer en Europe, je peux aller dans des bons championnats. Et après, ça c'est aussi de ma faute, j'ai fait à chaque fois soit des mauvais choix d'agents, soit j'étais trop impatient, ça c'est clairement de ma faute. Mais au final, je trouve ce contrat en Israël. Et en D1 israélienne, qui est quand même un championnat qui est très 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 élevé. Donc non, j'étais très content. Ouais. Et c'était quand même un sacré changement pour toi. Tu n'avais jamais quitté ton Fribourg. Et là, tu te retrouves pas à l'autre bout du monde, mais c'est pas la porte à côté. Et en plus, on est en plein Covid, quoi. Ouais, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Et puis en Israël, ils rigolent pas. Du Non, coup, ils sont d'accord. En fait, je suis arrivé. J'ai eu 2 semaines de quarantaine où je pouvais quand même sortir pour l'entraînement et les matchs. Ok. Et mes 2 semaines s'achèvent, on a match, mes 2 semaines s'achèvent, donc le soir je me profite, je vais me faire un resto, et le lendemain, lockdown du pays complet. Donc je me suis fait un resto le soir, et le lendemain, tout était fermé. Donc ouais, c'était... En fait, toute mon année, j'ai fait mon appart, la salle, mon appart, la salle, et c'était tout. Et on ne pouvait pas sortir à Tel Aviv, on ne pouvait pas aller visiter quoi que ce soit. C'était vraiment, en plus comme on était des athlètes professionnels, et c'est en Israël, le sport numéro 1 c'est le basket, donc du coup on était très scrutés. C'était vraiment appart, basket, et c'était quand même cool. J'ai pas pu profiter de la vie là-bas, mais c'était quand même cool parce que j'ai joué contre des joueurs NBA presque chaque week-end. Et puis après il y a la guerre qui éclate. Et là, heureusement, j'ai réussi à partir du pays quelques jours avant. Ok. Et puis après, forcément, dû mon contrat avec Genève, j'ai dû jouer quand même un peu avec Genève. Mais surtout que ce qui t'avait motivé à aller en Israël, c'est forcément le niveau. Mais c'est aussi, je crois que vous aviez joué en Ligue des Champions contre Holon en 2018. Et je crois que l'ambiance là-bas, la ferveur du public et tout, je pense que c'est quand même un truc qui t'avait pas mal plu. Puis là, tu te retrouves huis clos. C'est terrible, quoi. Il y a rien qui va. Non, c'était pas cool. Mais j'ai quand même senti la ferveur des supporters parce qu'il y avait certains matchs où les supporters restaient quand même autour de la salle. Ils pouvaient pas rentrer, mais ils étaient autour de la salle. Et du coup, à la fin du match, ils ouvraient une sorte de petite porte, ils mettaient des barrières, comme ça il y avait la distance.
et ils chantaient, ils allaient les fumigènes et tout. Enfin, c'était... Non, c'est une folie. Alors que c'était Covid, quoi. Enfin, ils pouvaient pas rentrer dans la salle. Donc je l'ai senti un peu quand même, mais c'est vrai qu'on va jouer à Poitiers Jérusalem, c'est une salle de 11 000 places, vide. Terrible. Terrible, ouais, terrible. Et même si, du coup, le huis clos, la situation qui est quand même très spéciale, tu sens vraiment que là, t'es dans une autre dimension vraiment au niveau du club. Oui, vraiment. Et en plus, je joue bien jusqu'à ma blessure en novembre où je me déchire le fascia plantaire en équipe suisse. Donc je vais en novembre en équipe suisse. Le club me déconseille d'y aller parce que c'est Covid, tout ça, c'est difficile. Israël, en plus, mais ils blaguent pas sur les frontières, tout ça. Moi, j'insiste pour y aller. Et du coup, j'y vais, je me blesse là-bas. Donc, je me suis tapé sur les doigts. Et donc là, j'ai fait quelques matchs en 5 de base avant ça. Après, je reviens, je rejoue quelque peu. Et ce qu'il faut savoir, dans mon contrat, donc j'avais signé 3 ans à la base là-bas. Et dans mon contrat, j'avais 2 équipes qui pouvaient me signer et que ça coupait mon contrat. C'était Maccabi Tel Aviv et Hapoel Jérusalem. Ok. Et du coup, quand on joue ces 2 équipes, le coach, il me met sur le banc. Je joue, je crois, 12 minutes et 6 minutes. Et ça, ouais, ça m'a mis un coup quand même, Ouais. de me dire, ok, je me fais quand même saboter un peu. Mhm. Et après, en février, je retourne en équipe suisse. Je me re-blesse. Oh non. La même, en fait, la Ah même bon. blessure. Le Au retour bout en d'un Israël. moment, il faut apprendre de ses erreurs. Ouais. Je fais la même blessure, fascia plantaire. Et là, après, le temps que je fasse ma rééducation, je suis quand même beaucoup les news. Et il y a des odeurs de guerre qui arrivent. Donc j'en parle avec le GM, je dis écoute, là ça sent pas bon. Là je me fais un peu engueuler, je me fais balayer comme ça. Je dis écoute, nous ça fait 50 ans qu'on habite là, même nous on comprend pas. Toi tu viens d'arriver, tu crois que tu vas comprendre. Nanana. Je dis écoute, j'espère que tu as raison. Moi je veux pas être là si jamais t'as tort. Et du coup, il me laisse partir. Et 5 jours plus tard, il y a des requêtes qui tombent dans la ville, tout ça. Chaque matin, dans le groupe des joueurs où j'étais toujours, ils disaient tout le monde est en vie, tout le monde va bien. Oh, wow. L'immeuble, il tremblait, tout ça. Enfin, c'était. Ouais, et heureusement, moi, à ce moment-là, je crois que c'était 5 ou 6 jours plus tôt. Bah, j'étais encore là-bas. Donc là, à ce moment-là, je suis en Suisse. Ouais, Le ça se joue flair, à- hein. ouais, ça se Ça joue à se voit choquer, hein, rien, c'est abusé. Ouais, puis du coup, pour rentrer après, ça aurait été une galère monstre. Si t'étais sur Ouais, place c'est pour te faire déjà- rapatrier. C'était déjà une galère. Ouais. C'était vols spéciaux depuis Tel Aviv. T'avais un par jour. Du coup, j'ai pris 3 billets pour avoir. Premier jour, je l'ai loupé. Enfin, premier jour, ils m'ont pas laissé aller. Deuxième jour, j'ai pu aller. Donc ouais, non, mais c'était très difficile. Est-ce que du coup, c'est clair que la situation fait que tu as bien fait de rentrer, mais est-ce qu'au fond de toi, du coup, tu te dis, il y a une odeur d'inachevé avec mon aventure à l'étranger plus globalement, Quand tu reviens, donc ouais, quand tu reviens à au Genève? printemps. Oui, bien sûr. Après, j'ai essayé de repartir. Mais c'était que des offres d'Israël. Parce qu'en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que du côté de mon père, son père est juif, et du coup, j'ai pu trouver le passeport. Enfin, en 2 semaines, j'ai eu le passeport israélien. Donc là-bas, je jouais comme un local. Donc c'est Ok. beaucoup plus facile. ouais. Enfin, là, j'ai des offres chaque été, j'ai des offres pour l'Israël. Pour Mais aller. du coup, ouais, Parce là, que- je pense que. Mais du coup, ouais, enfin, quelquefois j'ai hésité, mais à chaque fois, c'est mes parents qui disent non. On a donné Et la. du coup, ouais. Reste ici. T'es Du rentré coup- entier, c'est bon. Du coup, je reste. Et puis, c'est ça. Ça, c'est un grand regret parce que je pense que j'aurais pu jouer dans d'autres championnats, que ce soit en France, en Allemagne, mais j'ai jamais eu. Je sais pas si j'ai jamais eu d'offres ou si c'est mes agents qui. Ouais. Parce que, ben voilà, en Israël, comme je suis local, mon contrat, il était. Ouais. Enfin, je gagne 10 fois ce que je gagne ici, quoi. Et du coup, mes agents, ils chopent 10%. Donc, est-ce qu'ils ont envie de prendre 10% d'un gros montant ou s'ils ont envie. Et je saurais jamais. Et c'est pour ça que je dis c'est aussi de ma faute sur le choix des agents, tout ça. Après tout ça, du coup, comme tu dis, tu rentres en Suisse, tu es à Genève, tu gagnes la Coupe de Suisse à Fribourg, contre Fribourg. Là, ça doit être un drôle de sentiment, non? Oui. C'était. Bah alors, c'était déjà génial de gagner. Tout Enfin, d'abord. on- C'est un apôtré, ça. Tout d'abord. Mais après, c'est vrai que c'était très bizarre. J'ai vraiment pas trop célébré ça. Et surtout pas dans la salle devant les joueurs, devant les dirigeants, devant Pétard. Mais voilà, au final, un titre est un titre. Très peu de sentiments. Ouais, vraiment, finalement. Non, si, ça m'a quand même. Non, mais oui. C'est mon trophée où je mets une petite astérix à côté. Tu le montes parenthèse. Ouais. Et finalement, tout rentre dans l'ordre puisque tu reviens à Fribourg à l'été 2021.
Comment t'as été accueilli? Bah, très bien. Ok. J'étais très bien Pas accueilli. rancunier. Non, pas rancunier du tout, parce que ben, les gens connaissaient l'histoire. Ils savaient très bien que si c'était mon choix, je serais jamais parti. Donc, pas rancunier du tout. Puis j'ai toujours été en très bon contact avec Pétard. Ouais. On s'est toujours rappelé quand j'étais en Israël. Quand on jouait contre avec Genève, c'est la première personne que je saluais, toujours. On a toujours cette relation Ouais. qui est très très bonne avec Pétard. Et ça a facilité. Enfin, c'est simple. On a fini la saison avec Genève. Je l'ai appelé, je félicitais. J'ai dit, écoute, c'est quoi les plans l'année prochaine? Je veux revenir. Puis voilà. Toi, c'était clair, tu restais pas à Genève. Ouais, c'est sûr. Alors que Genève, il me faisait un contrat qui était. J'allais être de loin le mieux payé de la Suisse. Et que ton frère jouait là-bas, quoi. Mon frère jouait là-bas aussi, ouais. Purée, franchement, l'amour de Fribourg, c'est beau en vrai. Ouais. Ah ouais, mais j'adore. J'adore ma Il a ville, autant- j'adore Il a mon autant club. des étoiles dans les C'est la Ligue des champs, Champions et t'as Fribourg. Fribourg, ouais. Ah ouais, non, mais j'espère jouer toute ma carrière ici et puis même après travailler dans le club, etc. J'espère rester proche de Fribourg Olympique toute ma vie, ouais. Et donc finalement, les Lions redeviennent rapidement ta victime préférée. Mhm. Je crois que ça se vanne pas mal sur les réseaux, non, là, depuis quelques temps. Ouais, ça se vanne pas mal, surtout l'année passée, parce que, bah voilà, à Genève, en fait, qui va savoir, c'est dans le basket suisse, que ce soit Genève ou Fribourg, on se connaît, tout le monde se connaît parce qu'on se voit en équipe nationale. Beaucoup de joueurs sont passés par Fribourg, par Genève, tout ça. J'ai un de mes meilleurs amis, Paul Gravet, qui joue à Genève. Le coach, c'est Patrick Pembele, qui était assistant de Thibaut aussi une année, donc c'est bon enfant. Et surtout, voilà, ben, même le président de Genève, quand je le croise, c'est toujours cool. On s'écrit 2-3 messages de temps en temps. Mais voilà, sur les réseaux, faut faire du storytelling, quoi. Mais ça marche parce que typiquement, les matchs contre mon frère, c'est là où on fait les plus grosses annonces de matchs, on fait des montages vidéo, et c'est les matchs où il y a le plus de supporters. Parce que justement, on fait cette pub, on fait tout ça. Et nous, ça nous fait rire. Et tant mieux si ça nous aide à avoir plus de supporters. Par contre, de manière générale, le trash talk, c'est pas vraiment dans la culture du basket suisse, non? Aussi. Si? Si, Ah quand oui? même. Ok. Oui. Oui, quand même, beaucoup. Sur le terrain, ça se... Ouais. Ah ouais? Ah ouais, quand même. Ok. Oui. Ouais, peut-être plus sur le enfin, je sais pas, c'est vrai que sur les réseaux, on a moins vu Ouais, passer. alors sur les réseaux, ouais. Non, sur les réseaux, très peu. Ouais. C'est vrai, à part pour rigoler, enfin, comme j'ai fait, mais sinon, non, sur le terrain, quand même beaucoup, ouais. Ok. Ouais. T'as une victime préférée sur le terrain? Alors moi, je fais pas énormément. Ok. C'est vraiment... Par contre, si quelqu'un me le fait, je vais pas te lâcher. Je suis très plus surpris. Ouais, mais je vais... T'as réveillé le... C'est très, très, très rare que je commence. Ok. Parce que, en fait, ouais, enfin, je sais pas si je devrais le dire comme ça, mais voilà, nous, Fribourg, on est au-dessus. Et puis moi, ben voilà, je me considère aussi avec Fribourg Olympique au-dessus. Donc quand on joue contre des équipes, on va dire petites équipes championnat suisse, ouais, je vais pas me rabaisser à... Ça, c'est business, quoi. On va te battre, on va te mettre 40 points, business. Incroyable. Bon. Toi, tu réponds... Mais sur par contre, ouais, sur ça, le- si quelqu'un commence, et en plus, je regarde le score, on est à plus 20. Ah. Et bah, toi, mon pauvre, hein. Laisse la faire. Bon, à partir de ton retour à Fribourg, vous faites ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire laisser pas grand-chose aux adversaires, vous remportez quasiment tout. Pour vous faire une idée, entre 2021 et aujourd'hui, vous avez pris 13 trophées sur 18 qui étaient mis en jeu. À savoir, bon là je vais lire, je suis obligé, mais champion de Suisse en 2021, 2022, 2023, 2024, 2026, vainqueur de la Coupe de Suisse en 2022, 2023, 2024, 2026, et vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2022, 2024, 2025, 2026. Avec tous ces titres, c'est lequel qui t'a procuré le plus d'émotions? Oh. Alors, On peut te les répéter si jamais. ouais, mais ça va être dur, ça va être difficile de dire des années, mais Ouais. il y en a un, c'était la Coupe de la Ligue, du coup, à Montreux, contre Massagno, où on est à il me semble, moins 9 à 1 minute 20 de la fin. Et ça, c'est sûrement celui qui m'a procuré le plus d'émotions. Mais je sais plus quelle année c'était, je suis même pas sûr si c'était dans ceux que tu as cités là. Ça, Mais, j'ai Peut-être oublié, avant, ouais. Non, Ouais, mais c'était du avant, coup, ouais. 10, Ah ouais. 19. je sais, mais il me semble que c'est après quand même. Enfin, bref. Et là, on est à moins 9 à 1 minute 20 de la fin. Et après le match, moi, je me rappelle pas du tout ce qui s'est passé. J'ai un peu un blackout. Et je regarde le soir même ou le lendemain sur ma télé ce qui s'est passé. Il y a le time-out. Et je suis assis comme ça, Pétard il est en train de parler, je sais pas ce qu'il raconte. Et moi, il y a une chaise à côté de moi, je la tape comme ça. Et je me rappelle de rien. Et on rentre sur le terrain.
et on revient, on reporte la prolongation et on gagne. Et là, c'est waouh. Et là, ça me fait des frissons. Et c'était, je pense que c'est une de mes plus belles victoires. Après, il y a eu le titre, la dernière de Pétard aussi, que c'était vraiment beau. Et après, le triplé, première année de Thibaut aussi, qui était pas mal parce que c'était une année de transition. L'objectif, c'était finir première partie de tableau, tout ça. Enfin, on a tout lavé. Ouais, ce qui est assez fou, c'est que vous changez d'entraîneur. Enfin, c'est quand même la grande inconnue. Pétard vous a entraîné pendant 10 ans. Et là, t'as quelqu'un d'autre qui débarque et finalement, business as usual. Commencer par un triplé, il y a pire, quoi. Continue à tout gagner. Ouais, mais après, enfin, alors oui, il y a eu ce changement. Thibaut, il a fait un super travail, mais il faut pas oublier que dans notre équipe, on a Casadi, on a Arnaud Couture, enfin, on a les meilleurs Suisses quand même du championnat. Donc voilà, enfin, on a quand même une équipe, et c'est pour ça qu'à chaque fois, quand je voyais les interviews des dirigeants qui disaient que l'objectif c'était de faire le play-off ou de je sais pas quoi. Non, tu peux pas quand t'es Fribourg Olympique. Moi, je suis dans une équipe, c'est- l'objectif c'est triplé. Et je ne disais rien d'autre. Ouais, je l'ai toujours dit, j'ai toujours annoncé, j'ai toujours dit, je joue pour gagner. Et tu peux me mettre dans n'importe quelle équipe, je vais jouer pour gagner. Après, justement, on t'en parle. Toi, tu n'aimes pas perdre. Maintenant, tout écrasé, enfin, forcément, c'est cool, mais il n'y a pas quand même une petite forme de lassitude qui s'installe? Enfin, comment on garde la motivation Alors oui, il y a une forme de lassitude, c'est clair. Surtout l'année où Genève gagne la finale. Là, on passe un troisième tour où on gagne de 55 points par match tout le troisième tour. C'est un peu la honte quand même. Et ça nous a, je pense, c'est ce qui nous a été, ce qui nous a porté préjudice pour les playoffs, parce qu'on était dans une forme de simplicité, et on est arrivé contre Genève. Ils ont joué de manière super agressive, ils ont été super forts, et nous, on n'avait plus les ressources mentales pour répondre. Et on sortait aussi d'une compétition européenne, la FIBA Cup, où on va jusqu'en quart de finale. Et je ne cherche pas d'excuses du tout, hein, mais on a eu cette forme de fatigue et de facilité qui nous a vraiment porté préjudice pour la finale contre Genève, qui a su jouer de ça, ils nous ont totalement rentré dedans. Et bravo à eux. Et après, c'est heureusement grâce à ça, l'année d'après, on revient et eux, ils ont annoncé un triplé et c'est nous qui l'avons pris. Et du coup, tu le dis, les participations à la Coupe d'Europe, c'est aussi une bonne source de motivation à côté, peut-être, en sachant que, il y a des matchs où vous vous baladez en Suisse. C'est ça, et grâce à la Coupe d'Europe, justement, on a ce match où on sait que ça va être difficile. Donc après, le week-end, si on gagne de 30, c'est pas grave, parce qu'on sait que, hop, mercredi, on va de nouveau avoir un match difficile. Et après, il y a aussi une autre motivation. Fribourg Olympique n'a jamais fait de triplé une année de Coupe d'Europe. Belle stat, ça. Donc l'année prochaine, on va le faire. T'en rassures. Si jamais, hein, il y a 3 caméras qui l'ont enregistré. C'est vrai qu'au moins, franchement, t'es honnête. Tu l'as assumé en vidéo, 3 caméras, c'est bon. L'année prochaine. De toute façon, si je dis pas ça, je me mentirais à moi-même. Selon toi, pour parler du basket suisse plus globalement, plutôt que 100% Fribourg Olympique, le fait que vous dominiez autant le championnat, ça montre quoi sur ce championnat selon toi? Déjà, c'est un championnat qui est quand même assez faible. On va pas se mentir. Chaque année, on ne sait pas combien d'équipes il y aura dans le championnat, parce qu'il y a des équipes, tu ne sais pas qui va monter, tu ne sais pas qui va disparaître, tu sais pas. Donc ça, c'est aussi toujours compliqué. Et après, là, ça commence à aller mieux, parce que tu as des équipes qui commencent à avoir des ambitions, tu as des projets de salle t'as des projets de salle à Genève, tu as des projets de salle à Lugano, à Nyon. Donc tout ça va pousser le basket vers le haut. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, les clubs étaient surtout en train d'essayer de survivre plutôt qu'essayer de se battre pour gagner. Et ça, forcément, au bout d'un moment, on ne se bat pas avec les mêmes armes non plus. Et j'espère que ça va aller dans le mieux maintenant. Et comment t'expliques qu'un sport aussi populaire à l'étranger, et même dans les pays voisins, en France ou autres, il soit si peu populaire en Suisse? Ça doit quand même être frustrant, non? Alors c'est très frustrant, oui. C'est très frustrant parce que le basket, comme tu as dit, c'est un des sports les plus populaires dans le monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas la même culture dans les autres sports. Typiquement, tu vas en France, le basket fait partie de la culture. Aux États-Unis, c'est la religion. Nous, en Suisse, qui est quand même relativement un petit pays,
on doit se battre contre le hockey, contre le ski, le tennis, le foot. Ouais. Et dans un pays avec 9 millions, ben, ça laisse plus beaucoup de personnes pour le basket. Et forcément, quand tu es basketteur, tu mesures 2 mètres, bah, tu vas passer pro de basket, si tu fais le basket. Même si tu peux être la plus grande catastrophe. Tu vas avoir ta chance dans une des équipes de Liga. Et donc forcément, on se bat pas avec les mêmes armes. Et surtout, ben, comme j'ai dit, nous à Fribourg, on a la seule salle dédiée au basket. Donc on a l'occasion de s'entraîner tout le temps. Tout l'été, Mhm. tu as des gens qui s'entraînent, tu as des camps. Mais typiquement dans les autres cantons, dans les autres villes, ben, les salles sont fermées l'été, tu peux pas aller t'entraîner, tu peux pas. Faut aller dehors, mais dehors après tu as d'autres gens qui jouent, tu as des familles qui viennent. Donc, ça pousse pas forcément à s'entraîner et à Mhm. progresser. Et on l'a vu lors du récent Suisse-Serbie qu'il y a eu à la patinoire. Enfin, c'était du Bizarre, basket, cette hein, phrase, mais ouais. c'était du basket à la patinoire à Fribourg. Beaucoup de gens avaient du mal à citer rien qu'un joueur suisse. Toi, en tant qu'ancien international et joueur dans le meilleur club du pays, tu le vis comment ça? Bah, j'étais pas très surpris. Ouais. J'étais pas Ouais, surpris ouais. parce que, encore une fois, le basket suisse, il est au 5e plan. Et surtout, bah voilà, si tu vas regarder en Suisse allemande, je sais même pas s'ils savent qu'on a une ligue suisse, quoi. Enfin, le seul club suisse allemand, c'est Bâle. Et Bâle, c'est quand même, voilà, à part cette année, ils ont fait une bonne saison, mais sinon, c'est quand même dans les derniers du classement à chaque fois. C'est triste, mais ça vient de là aussi. Il faut progresser. Bah, typiquement, on fait la Coupe d'Europe. Genève fait aussi une Coupe d'Europe. Mhm. Lausanne fait une Coupe d'Europe. Ouais. Et tout ça, ça va pousser le basket vers le haut pour après attirer des sponsors, attirer de l'argent. Et qui attire des sponsors et de l'argent attirera du monde. Le monde attirera les médias et les médias attireront la reconnaissance. Mhm. Bon, l'avantage, c'est que tu peux peut-être te balader plus incognito dans les rues de Fribourg, quoi, non? Ouais, ça, c'est pas mal. Mais après, voilà, encore une fois, je fais du basket. Donc, je suis encore très, très loin de ce niveau-là. Tu penses que les clubs et les équipes nationales suisses, elles pourront un jour passer un palier et s'installer durablement au niveau européen, ou tu penses qu'on est condamné un peu à vivre de quelques coups d'éclat de temps en temps, comme c'est un peu le cas aujourd'hui? Alors, je pense que Fribourg, maintenant, avec nouveau président, nouvel investisseur, tout ça, ils vont s'installer en Coupe d'Europe chaque année. Mhm. En tout cas, c'est l'objectif. Je pense que Genève, ils sont dans une phase où ils vont tester la Coupe d'Europe pour l'instant cette année, pour aider pour les prochaines années. J'espère qu'ils vont réussir à trouver les moyens de le faire chaque année. Et après, si on arrive à avoir 2 équipes en permanence en Coupe d'Europe, forcément, les autres équipes vont aussi step up. Et tout ça, ça va faire en sorte que l'équipe nationale va progresser aussi. Et là, on voit de plus en plus de joueurs aussi qui partent à l'étranger. Mhm. Donc, elle va devenir de mieux en mieux. Mais ouais, de là, arriver au championnat d'Europe, au championnat du monde, etc., il y a encore pas mal d'années à venir, je pense. Mais après, si les meilleurs joueurs, finalement, même les joueurs NBA, viennent pas, comment est-ce que tu passes ce step finalement? Enfin, toi, ça t'énerve que les meilleurs joueurs viennent pas en équipe nationale? Tu le vis comment? Ne s'en énerve pas parce que j'en ai fait partie aussi Mhm. pendant un petit moment. Mhm. Mais ben, c'est clair que s'ils viennent pas, ben voilà, pendant les fenêtres, il y a la saison, c'est compliqué. Mais après, est-ce que Swiss Basket fait le nécessaire aussi pour qu'ils puissent venir? Est-ce qu'ils sont assez au niveau des objectifs pour que les Yannick Niederhauser, Clint Capella, tout ça, ils se disent ok, ça vaut le coup que j'y aille. Parce qu'ils sont venus une fois, Mhm. mais ils reviennent pas derrière. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait qu'ils ne se sont pas motivés alors que quand on regarde en France ou en Serbie, ils viennent tous. Mhm. Là, dans la fenêtre en France, il y aura Wemby, Evan Fournier, Ouais. enfin, il y a les gros joueurs. Donc pourquoi? Qu'est-ce que fait la France pour que eux ils se sentent acceptés et qu'ils viennent que la Suisse fait pas? Donc, tu penses que c'est plus ce souci-là que le côté appartenance au pays de la part des joueurs, ou bien? Ben, l'appartenance au pays vient aussi de là. Enfin, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que quand à la Coupe du Monde, t'as plus de gens qui ont le passeport suisse qui supportent leur pays d'origine que la Suisse, alors que quand tu regardes d'autres pays, ben, typiquement, je prends l'exemple de la France, Mhm. ben, les gens qui sont français, même leur origine viennent d'ailleurs, ils sont pour la France. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait enfin, que ça se passe, quoi? Enfin, il y a vraiment ce souci de fierté nationale en Suisse, je trouve, qui est moins présente que dans d'autres pays. Les joueurs NBA, vous avez contact avec eux ou pas plus que ça? Euh, Très peu. Moi, j'ai quelques messages avec Niederhauser, mais très très peu. Et sinon, à l'époque, avec Thabo aussi, mais il était plus en NBA quand on a commencé Mhm. à se rapprocher un petit peu. Si demain, toi, on te donne les clés du basket suisse,
C'est quoi tes 3 priorités? Mes 3 priorités. Tu vas se verser un meilleur salaire. Mes 3 priorités, ça serait... Qu'est-ce que je ferais? Bon, en fait, en vrai, j'ai déjà un plan, mais je Ah. vais essayer de dire les trucs qui sont les plus basiques, comme ça, personne ne me vole les idées. Ah, tu le gardes Non, pour quand tu seras c'est- président. L'après-carrière. Ouais. Non, en fait, c'est quelque chose, j'ai déjà beaucoup réfléchi. J'ai sur mon ordi un plan déjà, que si je deviens président de Suisse Basket. Ah oui, quand même. Ah bon, bah. Incroyable. Mais ce qu'il faut, le plus important, c'est déjà former des jeunes. Et pour former des jeunes, il faut former des coachs. Parce il y a très peu de coachs suisses qui ont un niveau pour vraiment faire progresser les jeunes jusqu'au haut niveau. Il y en a, mais très très peu. Donc l'idéal, ça serait de faire beaucoup de camps d'entraîneurs, ou peut-être intégrer des entraîneurs étrangers pour les faire venir, pour qu'il y ait des entraîneurs de haut niveau dans chaque région, chaque canton, et au futur chaque club. Ok. Ben écoute, un beau projet. Le président, il commence à flipper là, Ouais. actuellement. On lui enverra pas le lien de Du l'émission. Ouais. Et le plus fou dans ton histoire, donc, c'est qu'on a parlé jusqu'ici de ta carrière en 5-5. Et en réalité, à côté, tu mènes quasiment une autre carrière. C'est-à-dire qu'en dehors de Fribourg Olympique, tu es devenue une figure du basket 3 contre 3 en Suisse. Comment t'es tombée là-dedans? Déjà, j'ai toujours fait du 3-3 dans ma vie. Que ça soit quand j'avais 13 ans à Villars-sur-Glâne, c'est au terrain du Plati dehors. Et après, il y a eu de plus en plus de tournois, que ce soit les Urban Project, etc. J'ai essayé de tous les faire. Et ensuite, il y a eu ce projet de faire l'équipe nationale 3-3 en 2017, où j'ai été pris avec Molteni, Gilles Martin et Marco Lehmann. Et on s'est qualifié pour le championnat d'Europe. Et du coup, de là, on a créé cette équipe de Lausanne. Et on a fait le World Tour de Lausanne, on a été jusqu'en finale. Ce qui est aussi un gros exploit Ouais. quand même, sachant qu'on était une toute nouvelle équipe. Et après, on a juste continué sur cette lancée. J'ai fait avec Lausanne pendant 3 ans, jusqu'en 2019. Après, j'ai arrêté pour justement me lancer plus dans le 5-5. Je suis parti à l'étranger, etc. Et quand je suis revenu, on a lancé Fribourg 3-3 avec les joueurs avec lesquels je suis aujourd'hui. Ça ne suffisait pas, la saison 5-5 était pas assez longue. En fait, comme vous avez compris, je suis un gros compétiteur. Et avec le 3-3, j'ai très vite compris que c'est là que je vais faire les meilleurs résultats. Et ça s'est vu, comme j'ai dit, en 2017, on se qualifie pour le championnat d'Europe. Ça fait depuis 1957 la Suisse n'est pas qualifiée pour le championnat d'Europe en 5-5. On a fait championnat du monde, du coup, l'année passée, en 2025. On fait vice-champion du monde. Et surtout, l'objectif numéro 1, c'est une qualification pour les Jeux Olympiques. Et ça, je pense que, à part de ma bouche maintenant, dans le basket suisse, jamais personne ose le dire. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est la compétition au plus haut niveau. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'attire. Et c'est pour ça que j'ai fait le 3-3. Pour les gens qui ne suivent pas trop, tu peux expliquer la différence entre le 5-5 et le 3-3, outre le nombre de joueurs sur le terrain? Alors, déjà, c'est un demi-terrain. Ça se joue, c'est beaucoup plus rapide. Un match, ça dure environ 20-25 minutes de temps réel. C'est 10 minutes de jeu ou le premier à 21. Donc, un match peut être 5 minutes si une équipe marque 21 points rapidement. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus technique. Et il faut être plus polyvalent pour jouer. T'as pas vraiment de position. T'as que 3 joueurs sur le terrain, du coup, t'as plus d'espace et t'es plus exposé. Si t'as des faiblesses, elles sont beaucoup plus exposées. Donc, j'aime beaucoup. Mais c'est pas vraiment commun de faire les deux, non? D'être finalement, entre guillemets, pro autant en 5-5 qu'en 3-3. Non, nous, alors, au niveau dans lequel on est au classement avec Lausanne actuellement, que ça soit devant nous ou derrière nous, dans les 10 dernières positions, il n'y a vraiment que des joueurs pro 3-3. Donc on était la seule équipe à faire les deux. Et surtout maintenant, le 3-3, ça devient un sport à part entière. La saison, elle commence en mars et elle se finit en décembre. Et nous, ce qu'on faisait avec Fribourg, on faisait que de juillet à août, parce qu'on avait le 5-5 derrière. Donc c'est vrai à chaque fois, il fallait charbonner les tournois. Chaque week-end était un tournoi. Donc, pendant plusieurs années, j'ai eu 0 été. Mais que du bonheur. Tu arrives à déconnecter quand même un peu du basket des fois. Est-ce que tu as envie de déconnecter aussi du basket ou... Non, tu j'ai vis pas ça trop envie. C'est vraiment, je fais 3 jours sans, ça me manque. Donc tu as du mal à partir en vacances et dire ok là je fais rien, je coupe. Et... Alors je peux le faire, mais ça m'intéresse pas trop. Ouais. Compétiteur. Bon, puis il a découvert qu'il pouvait gagner des trucs
pendant l'été, donc on va pas lâcher l'affaire. Mais non, c'est si je pars en vacances, vraiment, enfin, j'ai tellement peu de vacances que je vais me prendre un hôtel club all inclusif. Je vais me faire vraiment plaisir, mais ouais, faut que je revienne vite après. Et bah, tu l'as dit, ton corps, il a déjà pas mal ramassé. Comment tu gères la charge physique de quasiment 2 saisons? Bah, en fait, ça m'aide. Ça m'aide parce que du coup, après, typiquement, j'arrive à Fribourg Olympique. La pré-saison, ben, elle est beaucoup moins lourde. Et au final, même si je faisais pas de 3-3, ben, je resterais quand même en forme. Je m'entraînerais toujours de mon côté. Je ferais de l'entraînement physique de mon côté. Et enfin, comme chaque athlète professionnel. Donc, au final, je fais exactement ce que d'autres font. Sauf que moi, je le fais en voyageant dans le monde entier et puis en essayant d'aller au JO. Et bien que tu sois pas du coup professionnel dans le 3-3, tu t'es fait une petite notoriété au niveau international où tu es surnommé le Swiss Khalifa. Ça vient d'où? Alors, c'était justement au World Tour de Lausanne. J'étais avec Gilles Martin, il me lançait alley-oop sur alley-oop, je dunkais partout. J'étais jeune encore à l'époque, j'arrivais à venir sauter. Et il a dit, Nathan, he goes so high, like Wiz Khalifa, we should call him Swiss Khalifa. Et Wiz Khalifa, il est connu pour être souvent high. Et depuis, c'est resté. Ok. Et c'est quoi ton meilleur souvenir en 3-3? Ouais, c'est la Coupe du Monde 2025, quand on fait vice-champion du monde. Tu nous racontes un peu cette aventure qui était aussi assez folle. Je crois que vous avez battu des équipes que je pense en arrivant, vous n'auriez jamais imaginé battre. Un peu comme à l'image finalement de Ligue des Fribourg en Champions. Ligue des Champions. Ouais, c'est un peu la même chose. Oh, punaise. C'était vraiment fou parce qu'en fait, on fait 4 jours en Serbie avant. On va s'entraîner à Novi Sad, donc c'est là où il y a les meilleures équipes du monde, enfin les Serbes qui vont, il y a Hub, Liman, pour ceux qui connaissent le 3-3, c'est les 2 meilleures équipes du monde. Elles s'entraînent. Donc nous, on va s'entraîner avec eux. Et vraiment, on voit le 3-3 d'une autre façon, on n'a jamais vu. Parce on parle avec eux, on parle avec le coach, ben, c'est vraiment cool. Et le dernier jour, ils nous invitent sur leur bateau. Du coup, on va sur la rivière. Et puis moi, je suis dans la voiture avec le coach de l'équipe de Serbie. Puis il me fait, ouais, c'est quoi vos objectifs pour la Coupe du Monde? Médaille. Puis il fait, ah, sérieusement, c'est quoi? Non, médaille. J'ai dit, nous, on veut sortir des poules, puis après, ben, une fois, c'est quart de finale, demi-finale, puis médaille, quoi. Et il dit, ah, ok, il me prend un peu de haut comme ça. Donc on arrive en Mongolie, ça se passe bien, on s'entraîne, tout bien. On joue, premier jour, on joue Espagne et Grande-Bretagne. C'est 2 équipes qu'on est censé battre, parce que c'est pas trop des pays de 3-3, tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le deuxième jour, on joue Lituanie, c'est médaille de bronze aux Jeux Olympiques, et Pays-Bas, médaille d'or aux Jeux Olympiques. Donc, il faut que le premier jour, on fasse 2-0 pour qu'on ait les meilleures chances. On perd l'Espagne, on bat la Grande-Bretagne 1 partout. On est à 1-1. Donc là, on se dit, ça commence mal, il faut qu'on fasse un exploit le jour 2 pour essayer de passer 3e de la poule, quoi. On bat les 2 équipes 15-14, je crois. Match de fou, 15-14 les 2 matchs. On passe premier de la poule. Donc, premier de la poule, on joue pas le 3e jour qui est les play-in pour arriver en quart de finale. Et nous, on calculait, on disait, ok, il faut que ces résultats soient là, pour qu'on évite Lettonie, qui est champion olympique 2021 et une des meilleures équipes du monde, et la Serbie, qui est la meilleure équipe du monde. Bien sûr, on tombe sur les 2. On est en quart de finale Lettonie, et on gagne sur un match fou 21-16. Là, on est super content. Voilà, on joue la Serbie en demi. On se dit, on a une victoire de faire une médaille. Donc, la Serbie, meilleure équipe du monde. On se dit, on va essayer de choper la médaille de bronze. Mais bon, allons choper l'or. On défonce la Serbie. Mais vraiment, c'est 21-11 et c'était presque gênant parce qu'on s'entraînait avec eux avant. Enfin, et ils peuvent rien faire quand on les défonce. 21-11 et là, on célèbre. Vraiment, c'était la folie. À notre coach est en train de pleurer. Et on joue l'Espagne. Et l'Espagne, ils font leur match incroyable. Il y a un joueur qui était transparent tout le tournoi. Il a mis 5 shoots. Enfin, ouais, ce tournoi, ils étaient intouchables. Alors qu'à la base, c'était l'équipe qu'on devait battre assez facilement quand même. Et ouais, ils gagnent, ils sont champions du monde. Et nous, on est vice-champions du monde. J'ai mis 30 minutes avant de réaliser ce qu'on avait fait quand même. Et j'ai eu 30 minutes où je devais être dans mon coin seul. À comprendre ce qui se passe. Non, juste à détester tout le monde. Parce qu'en plus, cette année-là, je suis 2e du championnat suisse aussi. Donc j'ai médaille d'argent. Je me dis, je me fous de cette médaille d'argent. Oh non! Et en fait, au bout de 25-30 minutes, je me dis, wow, quand même, c'est vraiment dingue ce qu'on a fait.
Ouais, tu prends du recul, puis tu te dis, mais attends, je suis un malade. deuxième. S'il y a 6 mois, on m'avait dit que je ferais vice-champion du monde, je pense que t'aurais signé. Et là, Clairement. Mais c'est vrai que pendant 25-30 minutes, j'étais en train de. Enfin, je pleurais, je tapais sur les tables, je déteste. On commence à comprendre. Là. Ouais. Bah, de ta passion pour le trottoir, il y a même du coup un tournoi à Fribourg qui est né. Il représente quoi pour toi celui-là? Ah, il représente énormément, c'est mon tournoi préféré parce qu'il est à la maison. Et c'est vrai qu'avec le 3-3, on voyage énormément, ce qui est génial. Mais on est tellement suivi par les supporters de basket à Fribourg. Au bout de la première année, on s'est dit, faut qu'on en fasse un. Faut qu'on fasse un tournoi à Fribourg. Du coup, on a contacté la FIBA, on a contacté le canton de Fribourg, on a contacté toutes les entités fribourgeoises. On a eu énormément de soutien, énormément de suivi avec nous. Et on a créé une belle petite équipe. Donc on l'a fait en 2023 et 2024. Ouais, c'est ça, 2023-2024. On a fait un Challenger, donc c'est la deuxième catégorie de tournoi du Pro Tour. Et succès vraiment super bien. Juste deuxième jour, on a eu de la pluie, on a dû aller en salle, c'était dommage, mais bon, voilà, c'est le jeu. Et après, donc là, on était bien soutenus, on avait quelqu'un qui gérait le tournoi, c'était vraiment tout bien. Nous, on avait beaucoup de travail à faire quand même, mais c'était quelqu'un guidait tout ça. Et 2025, on le fait pas. Et 2026, du coup, cette année, on repart sur un quest. Cette fois, on descend de catégorie une année parce qu'on cherchait de l'argent pour l'équipe, pour le tournoi, c'était compliqué. Et du coup, on a dû faire un choix. Et c'était bien moins cher de faire le quest. Et succès de ouf. Et cette fois, c'est mon frère qui prend les rênes du truc. Et le travail qu'il a fait, c'était vraiment encore impressionnant. Et le tournoi, c'était incroyable. Malheureusement, à chaque fois, je perds en demi, mais ça va venir. Je vais le gagner. Prochain objectif. Quoi. Ah oui, oui, oui. quand même garder quelques objectifs, quoi. Bah, d'ailleurs, en parlant d'objectifs, même si de l'extérieur, on peut se dire, ah, mais le 3-3, c'est un peu un sport niche, on connaît moins. Bah, c'est quand même au JO depuis 2020. Mhm. Là, vous, en tant que vice-champion du monde, ne pas aller au JO de 2028 à Los Angeles, ce serait un immense échec pour vous, non? Bah, tout est relatif. Si tu regardes au niveau de ce qui se fait au background, avec ce que la Fédé pourrait faire en plus, avec ce que les instances pourraient faire de plus, ça serait pas un super scandale. Mhm. Parce qu'on n'est pas beaucoup aidé, Mm. malheureusement. On est aidé, oui, quand même, mais on pourrait être beaucoup plus aidé. Si tu me demandes à moi, ça sera un immense échec. Ouais. C'est une grosse, grosse, grosse déception. Je pense qu'on peut le faire malgré tout. Et en tout cas, on se donne les moyens de le faire. Ouais. Si on t'avait dit il y a 10 ans, à l'aube de ta carrière de basketteur, tu serais aujourd'hui à Rayon des JO, tu aurais cru? Non, impossible. Encore une fois, dans le basket suisse, c'est même pas un rêve. C'est interdit de penser comme ça. Enfin, on est à des années-lumière en 5-5 d'arriver aux Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que ouais, si tu m'avais dit ça au début de ma carrière, j'aurais dit T'aurais rigolé. oui. Et donc, en vue d'une qualif, les prochains mois, ils vont être cruciaux. Il n'y aura pas un peu un conflit d'intérêts entre Fribourg Olympique et le 3-3? Non, pas vraiment. Plus maintenant, parce que justement, je remercie énormément Fribourg Olympique pour ça, parce qu'il me laisse l'opportunité de faire de mon 3-3. Et j'ai un contrat avec eux, avec des accords sur me libérer pour les tournois le week-end, tout ça. Donc ça, c'est vraiment, je remercie énormément le club, je remercie énormément Thibaut aussi, le coach, qui fait, je pense, un gros step, même, enfin, tout le monde fait un gros step vers moi pour me mettre dans les meilleures conditions pour atteindre mon rêve, les Olympiques, et vraiment, je remercie vraiment le club pour ça, ouais. Parce que du coup, là, typiquement, on en a rapidement parlé avant, vous vous êtes qualifié là, le week-end dernier en Grèce pour un tournoi en Espagne au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, Fribourg sera en train de batailler pour sa place en Ligue des Champions. Du coup, typiquement, Non, là, non, ou ça non, sera passé déjà. ce sera passé? Ok. Ouais, les qualifs BCL, elles sont le 14 septembre. Ok. Mais 14 septembre, c'est pas là où il y a les Européens de 3-3? Oui. Mm. Oui, mais ça c'est un problème qu'on aura dans le futur. Ok. Ok, chaque chose en son temps. On n'en a pas encore discuté, mais en tout cas, ouais, il y aura des solutions qui seront Ok. trouvées. Ouais, ouais. En parlant de futur, tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, ça sera quelle année? On est en quoi? En 2026, ça sera 2031. Je serai en train de préparer les Jeux Olympiques 2032.
J'adore. J'adore. T'as déjà des plans pour l'après-carrière? Oui, comme j'ai dit avant, j'espère continuer à travailler j'espère travailler avec Fribourg Olympique. J'ai fait quelques années en travaillant à 20% dans le club déjà, Ok. dans l'administration. Et là, avec tous les changements, nouveau président, nouvel investisseur, il y a le nouveau GM aussi avec Valentin Danzy. C'est que des gens avec qui je m'entends super bien. Et je suis sûr qu'on arrivera à trouver quelque chose pour que je puisse rester dans le club, ouais. Mais ça sera le plus tard possible. On te le souhaite, en tout cas. Ouais. Et donc, avant de passer à une partie un petit peu plus ludique, on va te poser quelques questions rapides. Si tu devais nous donner ta meilleure rencontre. Ma meilleure enfant, mon frère. Et autre que ton frère. Ma mère. Non, Ah. Forcément. ma meilleure rencontre. Waouh, c'est en rapide là. Je vais te dire. Waouh, c'est dur. Je vais dire allez, Joe Casady. Le meilleur joueur avec qui ou contre qui t'as joué? Le meilleur joueur avec ou contre qui j'ai joué, je vais dire Aaron Gordon, qui est en NBA maintenant. Tu l'as affronté quand? Enfin, dans quel cadre? C'était un tournoi aux États-Unis, à Nouvel-An. C'était entre le 26 et le 31 décembre, je crois. Ok, donc quand tu étais là-bas Aux États-Unis, ouais. en high school. Ouais, quand j'étais en high school. La meilleure ambiance que tu aies connue? La meilleure ambiance que j'ai connue, je vais dire PAOK. Ouais, je pense PAOK cette année pour là-bas. J'allais dire ici, mais là-bas, non, c'était bien mieux là-bas. Mais c'était pas mal ici quand même. Ta plus grande rivalité? La plus grande rivalité, Genève. Et un joueur? J'ai pas vraiment de rivalité en tant que joueur. Je me mets pas. Enfin, c'est toujours l'équipe avant. Mm. Si je devais dire, moi, je dirais des coéquipiers parce qu'au final, c'est à l'entraînement qu'on se bat le plus. Mais non, je vais pas. Ok. J'ai pas de joueur en particulier. Et la plus grosse dinguerie que tu aies vécue dans ta carrière? La plus grosse dinguerie que j'ai vécue dans ma carrière. Basket, du coup, ou de vie? Bah, les deux. Ouais, je vais dire en Israël, quand j'arrive, du coup j'ai fait ma quarantaine, tout ça, et puis au bout de 2-3 semaines, il y a mon voisin qui vient toquer à la porte, c'était des Parisiens, donc ils parlaient français, et ils me disent, ouais écoute, ils m'ont sur téléphone, c'est marqué alerte requête, alerte requête, alerte requête, puis il dit, prépare ton passeport, prépare tes trucs, s'il y a l'alarme, je viens te chercher, on va au bunker. Ok. Parce que tu penses que t'es basketteur de base, ouais. Ouais, tu... Mais c'est arrivé plusieurs fois dans l'année qu'ils viennent, ils me disent, sois prêt, c'est... Toi, t'es surtout Tu veux rappeler sac à dos sur le dos. Non, là, il y a eu pas mal de dingueries quand même en Israël, ouais. Et pas en Suisse, donc. En Suisse, ça je l'ai mis il y a pas longtemps sur mes réseaux, j'ai eu un accident de bus en allant à Boncourt. On a foncé dans le mur d'un tunnel. Et si on était 100 mètres plus loin, c'était le vide. C'était... Ouais, Allez. Ah, nickel. c'était un peu effrayant. En fait, t'es un rescapé, quoi. C'est mieux lire. Il a survécu à la guerre. L'accident de bus. Bon, maintenant, on va te mettre au défi de construire ton basketteur parfait. On va faire 2 parties. Une partie version suisse, puis une partie plus tard sur version all-time internationale. Ok. Alors, en version suisse, tu prendrais, pour commencer, le physique de qui? Donc que des joueurs suisses ou des joueurs qui ont joué aussi en Suisse? Des étrangers qui ont fait plusieurs années en Suisse, ça va? Suisse. Si vraiment ils ont fait plusieurs années, alors. Ok. Physique, Anthony Ballard. Ok. Le shoot de qui? Le shoot de Dusan Lajan. La défense de qui? De mon frère Thomas Le QI basket? Casadi. Et enfin, le flow de qui? Waouh. Le flow de qui? Ross Williams, qui était à Fribourg Olympique. Il n'a pas fait beaucoup de Il n'a d'années pas en fait Suisse. beaucoup, mais il avait un sacré flow. Pour cette question, c'est OK. Version all-time international, tu vas où tu veux. Le physique de qui? Wemby. Le shoot de qui? Le shoot Steph Curry. La défense de qui? Wemby. Le QI basket de qui? LeBron. Et le flow de qui? Le flow de Allen Iverson. Et maintenant, entre les deux, qui tape qui? C'est le Suisse, avec la défense de mon frère. Non, je suis
Non, je rigole. C'était... Il se kiffe, fait il saucer se pendant kiffe, tout mais, l'épisode. Bon, pour finir, enfin, on n'a pas fini la partie un peu plus sérieuse, mais pour finir, on a vu, sur les réseaux, on aime bien pour les concepts un peu à la con, enfin, je pense autant toi que nous. Donc, on va aller vers un tu préfères. Du coup, pour commencer, Michael Jordan, Kobe Bryant ou LeBron James? LeBron. France ou Suisse? Ça dépend pourquoi. Ah, il faut choisir. Ce sera pour tout. Pour tout, Le package complet. Suisse. Team Lausanne ou Team Fribourg? Ouais, maintenant, c'est une alliance, maintenant, on est les deux. Mais Fribourg, c'est mon bébé. Genève ou Massagno? La naze. Jonathan Guba ou Jonathan Casadi? Ouais, mais c'est pas cool, là. Hein. Ouais, Jonathan Casadi, je le connais depuis longtemps. Un airball ou un dunk raté? Airball, ça m'arrivait plus souvent. Plier le match sur un contre XXL ou un 3 points sur le buzzer? 3 points sur le buzzer. Et là, petite parenthèse pour les Fribourgeois. Coton ou crapule? Crapule, 83 ou Berfine? 83. Et enfin, pour finir, Marco ou Clara? Égalisé. Joker. C'est toujours le Joker. Ah. On garde tous le Joker pour la fin, tu vois, c'est vrai. C'est lui. Non, dernière petite question. T'aimerais qu'on aille s'asseoir sur le canapé de qui la prochaine fois? Quel canapé intéressant. On va prendre autre que le basket, du coup. Autre que ton frère. Aussi. Un sportif de la région qui est intéressant. Volcan. Volcan, c'est intéressant. On va les battre. Et est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, un message à faire passer? Je sais pas, c'est ton moment là. Un message à faire passer. Prenez du plaisir dans ce que vous faites. C'est beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup et puis à plus Merci. en canapé. À plus.